C'est parti. Merci d'être resté jusqu'à la dernière conf. Donc, on va parler de sécuriser son projet open source avec GitHub. Donc, je vous le donne en mille, je travaille chez GitHub. Mais tout ce que je vais montrer là est gratuit et disponible sur les repositories publics. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui maintiennent des projets open source? Ah, très bien. Merci à vous. Parce que pourquoi on doit s'occuper de... Pourquoi cette présentation? Parce que la sécurité des projets open source, c'est hyper important. Le code qu'on met en production, euh, le code lui-même, il y en a, on ne sait pas exactement les proportions, mais peut-être 60-70% vient de libraire open source, de code qu'on n'écrit pas. Et donc on a bien envie que le code qu'on va juste importer en 2 lignes dans notre fichier de configuration, de build, il soit sécurisé. Alors pourquoi sur GitHub? Parce que il y a donc maintenant plus de 100 millions de développeurs sur GitHub, donc il n'y a pas 100 millions de développeurs open source, mais 90% des entreprises utilisent de l'open source. Qui n'utilise pas d'open source dans la salle? Personne. Et tout le monde en a, tout le monde en a sur son téléphone, sur son ordinateur. Donc c'est primordial, c'est hyper important. Et donc on a le 413 millions de contributions open source, mais toutes les, toutes les contributions n'ont pas le même impact. Par contre, il y en a beaucoup qui ont un impact très très important sur notre quotidien. Et donc les grosses entreprises maintenant ont un open source project office ou programme office. Donc les grosses entreprises aussi se mettent à faire de l'open source, ce qui est très bien. Et donc il va falloir qu'elles s'équipent d'outils de sécurité. Et là, ils n'ont pas besoin de payer puisque avec GitHub, c'est gratuit. Donc j'ai pas trop ces slides là, c'est plus pour j'oublie pas certaines choses. C'est juste pour moi. Mais on va passer directement, c'est un tools in action, donc on va plutôt parler des outils. Donc il y a 2 outils qui sont importants. C'est deux, en fait, on est en 2 parties. Sur GitHub, qu'est-ce qu'on a? On a le code. Donc le code, comment on le sécurise? Qu'est-ce qu'on fait? On a l'analyse du code. Donc pour ceux qui étaient à la présentation de ce matin, donc c'est un outil d'analyse de code statique. Donc on va prendre le code quand c'est du langage interprété comme le JavaScript, on va le prendre le code tel quel. Sinon, on va le prendre le code buildé si c'est du Java, du C Sharp, du C++, du Go, etc. Et donc sur notre projet open source, je me suis créé quelque part un projet open source qui est une app qui est en Go. Pourquoi pas? Et donc c'est dans les settings, dans Code Security and Analysis. Donc j'ai tout ça disponible. Et vous voyez, j'en ai fait encore hier. J'ai activé ce qu'on appelle le CodeQL défaut de configuration. Donc CodeQL, c'est l'outil SAST. Et donc la configuration, on appelle une configuration par défaut parce que c'est simple, c'est en quelques clics. Là, j'édite et je peux choisir différentes suites. Je vais revenir sur cette notion-là juste après. Et donc derrière, c'est une GitHub Action qui va exécuter au push sur une pull request et régulièrement toutes les semaines. Et donc quand j'ai activé ça hier ou avant-hier, il y a une action il y a des actions qui sont, oui, c'était hier, voire il y a 2 jours, qui sont exécutées et qui ont fait une analyse avec un log qui configure Perform Analysis, qui nous dit qu'on a fait plein de choses, qu'on a eu 3 résultats, qu'on a eu... c'est un tout petit projet, hein, j'ai 28 lignes. Et donc ce que ça donne, c'est pardon, c'est dans l'onglet sécurité, il va y avoir la partie code scanning, et on va retrouver, là j'ai une erreur qui va me montrer exactement d'où ça vient. Donc c'est un user input dont on parlait ce matin. Et il y a cette notion de pass. Qu'est-ce que c'est le pass? Donc en bon français, le chemin. D'où vient cette vulnérabilité? Elle vient d'une entrée utilisateur et elle descend jusqu'au sync qui est ici. Donc c'est ça
la fonctionnalité qui est potentiellement vulnérable. Et donc en tant que développeur, je vais pouvoir voir ce pass et me dire est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un printf mais que j'en fasse autre chose, ou peut-être tout simplement qu'il ne faut pas que je mette en log quelque chose qui vient d'un utilisateur directement, c'était peut-être ça l'erreur. Ou alors peut-être qu'il faut que je fasse de la sanitarisation de l'input, c'est une solution. Donc ça va être sur un projet open source existant, on va pouvoir scanner tout notre projet et analyser toutes les vulnérabilités. On va avoir trié par langage si on a plusieurs langages. On va pouvoir ajouter d'autres outils que CodeQL. On a nos branches, on a par règle, etc. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est de surveiller les contributions, parce que quand on maintient un projet open source, on a des contributions, si tout se passe bien. Et les contributions externes, on n'a pas forcément le temps de regarder en détail tout ce qui s'y passe. Et donc on va vérifier la pull request. Et là, sur une pull request, ce gentil utilisateur, il n'a même pas mis de description dans sa pull request, c'est pas un très bon contributeur open source. On va pas lui en vouloir, on va regarder ce qu'il a contribué comme code. Et on voit que c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc on a on a des vulnérabilités, on a de la crypto, on a plein de choses qui vont pas. Et donc ça va faire de la revue directe. On va pouvoir directement aller lui dire, est-ce que tu pourrais pas regarder directement le problème? Je peux te pointer vers regarde directement. C'est pointer directement vers la documentation, enfin, les conseils de remédiation, des exemples, des liens vers externes, vers le WASP, vers la vulnérabilité directe. Et donc ça, c'est sur une configuration simple. On peut aller un peu plus loin avec une configuration un peu plus avancée. Pardon. Si je vais dans Code Security and Analysis, si je fais Switch to CodeQL Workflow, on désactive le classique. Et là, il va me faire un workflow GitHub Action classique et qui va être pré-configuré pour l'analyse CodeQL. Et là, je vais pouvoir préciser quelles sont les requêtes, qu'est-ce que je veux qu'on regarde sur mon projet, le personnaliser en fonction de mon contexte. Si c'est une petite librairie qui fait de la crypto, on va aller regarder spécifiquement les soucis de vulnérabilité sur les cryptos. Alors CodeQL, comment ça fonctionne? Là, il y a de l'initialisation. Et donc dans l'initialisation, on va préparer le projet. L'autobuild, on est en Go, donc c'est un langage compilé, donc on va devoir le compiler. Et ensuite, on va faire l'analyse. Donc dans l'analyse, on va prendre le code. Excusez-moi, on m'a fait signe qu'on ne voit pas très bien. Voilà. On va prendre le code et on va créer une base de données à partir de ce code, avec tout ce qu'on a vu ce matin, des data flow graph, de l'AST, etc., etc. Et on va, sur cette base de données de code, on va exécuter des requêtes CodeQL, puisque le QL, c'est Query Language. Donc CodeQL en lui-même, c'est pas open source, le moteur, il n'est pas open source, mais toutes les requêtes le sont. Et donc c'est disponible directement sur GitHub, évidemment. CodeQL. Et là, on supporte le Java, le Go, le C++, le C#, le Python, le Ruby, le Swift maintenant. Et si on prend, on va prendre, je sais pas laquelle, quelque chose, je sais bien que je tombe sur quelque chose qui soit représentatif. On va aller dans les sécurités parce que c'est quand même un petit peu mieux. Et si je vais au hasard, enfin pas tout à fait au hasard, ici, on voit que le code CodeQL, finalement, ça ressemble un peu à une requête SQL. Il y a du from, il y a du where, il y a du select. Dans les faits, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Donc on va chercher un source, un sync. Et là, on va regarder s'il y a des requêtes qui sont sorties vers l'extérieur. C'est difficilement compréhensible tel quel quand on ne connaît pas forcément le langage. On peut contribuer à ce repository. On va pas se mentir, c'est principalement des gens de GitHub qui y contribuent, mais pas que. Et à la sortie en décembre 2021, pour la petite période de Log4j,
5 heures après la publication de la CWE, il y a quelqu'un de la communauté qui a publié une requête qui va vérifier si dans un appel Log4j, il y avait le petit template JNDI qui nous a fait peur à cette époque-là. Donc c'est disponible, c'est maintenu par les gens de GitHub principalement, mais c'est quelque chose qui continue à vivre. Si on regarde les commits, vous voyez, il y a 2 jours, il y a des choses, il y a 7 heures, il y a 4 heures. C'est vraiment quelque chose qui est maintenu et qui est utilisé, pour le coup. Et comme c'est le même outil qu'on vend, c'est utilisé par des entreprises, donc directement, ils nous payent pour ça. Donc, et du coup, on aide la communauté, parce que maintenant, c'est disponible pour tout le monde. Voilà, si je voulais juste vous montrer ouais, un autre pass sur des SSRF un peu plus long. Donc ça, on peut, moi j'aime bien cette fonctionnalité de pass, je vous la remonte une deuxième fois, mais parce que je l'aime bien, parce que ça permet vraiment de donner des informations aux développeurs, de ce que ça fait, d'où ça vient, et où est-ce que je peux agir. Donc ça, c'est la partie code principale. On en a une autre qui est aussi très importante. Je vais fermer celui-ci et retourner sur mon super repository de mon app. Retourner dans Code Security and Analysis et aller sur la partie Secret Scanning. Donc comme son nom l'indique, ça va scanner les secrets. Ça va scanner les secrets de tous ces gens-là. Donc on voit pas très bien, mais il y en a plein. Je vous donne un mille, il y en a plein sur Azure. Et évidemment, sur GitHub. On a même du GitLab, on n'est pas méchant. On a du Google, on a HashiCorp et tout ça. Et on a AWS. Et l'histoire, elle a un peu commencé avec AWS, où ils se sont retrouvés à se dire, bah, plutôt que d'avoir des gens qui committent des clés AWS sur GitHub, sur des GitHub publics, et après, ils se font, donc grosso modo, en 20 minutes, ils se font pirater leur compte. Il y a des VMEC2 avec des crypto-monnaies. Et ça, c'est painful pour AWS. Donc ils se sont dit, on va scanner tout GitHub à la recherche de ces clés. Et comme ça va nous soulager un peu, quoi. Donc nous, quand on a vu ça, on s'est dit, bah, c'est pas très sympa parce que vous nous scannez tout le temps. Et le plus simple, c'est que nous, on le fasse. Et du coup, bah, maintenant, quand on commit des credentials AWS, donc sur la repository publique seulement, on va les envoyer à AWS, qui va désactiver le compte et qui va vous envoyer un mail en disant, bah, là, vous avez déconné. Et c'est valable pour... alors, je ne sais pas exactement, donc dans la liste que j'ai montrée tout à l'heure, je ne sais pas qui exactement fait tout ce chemin-là, mais beaucoup le font. Parce que c'est pénible pour eux aussi. C'est de l'abus des services. Si quelqu'un abuse du service, qui se retrouve avec une facture de 40 000 euros, que le client va dire, bah non, mais je me suis fait pirater, vous avez aussi, je peux pas payer. Enfin, voilà. Personne n'y gagne, de toute façon. Et donc, on va scanner. Du coup, quand vous allez activer il n'est pas activé par défaut, mais vous pouvez l'activer sur vos repositories publics. Il va aller scanner tous les commits de tout l'historique de toutes les branches. Parce que même si on a supprimé la chaîne de caractères, il y a toujours l'historique. Même si on supprime le commit et qu'on force push, Git est un système distribué, donc on ne sait pas qui a récupéré le code avec potentiellement la clé qui nous embête. Donc il n'y a qu'une seule manière, de toute façon, c'est d'invalider la clé. Donc ça, c'est une manière de nettoyer un petit peu vos repositories. Et l'autre manière va être, bah, on va vouloir empêcher qu'il y ait des nouvelles clés qui soient publiées. Et donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la push protection. Donc la push protection, si je suis toujours sur mon IDE, et on ne peut pas zoomer sur ces machins-là, alors je vais le mettre ici. Tac, je vais aller chercher une clé AWS sur un site qui est très bien, qui s'appelle Canary Token, qui vous fait une fausse clé AWS, mais qui est en fait qui est construite exactement comme une vraie. Et plutôt que d'appeler le service AWS, ça va appeler un autre service
qui est chez Canary Token, et du coup qui va vous envoyer un mail ou appeler un webhook. Vous pouvez l'hoster chez vous si vous voulez. C'est Sync Canary qui fait ça. Et pour le coup, c'est une vraie clé AWS. Parce qu'avec tous ces partenaires-là, on a travaillé avec eux pour qu'ils nous expliquent exactement comment ils créent leurs clés pour que nous, on fasse un petit algorithme, le regex qui va bien, pour avoir la détectabilité la plus fiable possible. Principalement pour le monde pro où on veut éviter les faux positifs. Et dans l'open source, ça sera pareil. On veut pas plein d'alertes, ça veut dire pas d'alerte du tout. Et donc, si je prends ceci, je vais aller là. Tiens, j'en ai déjà une. Je fais ça. Alors, Go, il va pas être content. Si je fais ça comme ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Enfin, Go, content ou pas, on va lui committer quand même. C'est pas utilisé. Allez, parce que j'aime pas quand il n'y a pas de. Quand ça compile pas. Bah alors. Ah oui, parce que c'est déjà déclaré en haut. Copilote, il a pas vu ça. C'est pas très sympa. Et donc, je vais committer. C'est pas une typo ce coup-là, c'est des clés AWS. Donc, le commit passe, évidemment. Et si je push, boum, j'ai une erreur. Il me dit, bah voilà, ça a été bloqué pour cette raison-là. Je peux dire, bah c'est un faux positif, etc. Mais il y aura toujours une trace sur votre repository. Et ça requiert du coup pas de configuration sur le poste des développeurs. Donc vos contributeurs open source, ils n'ont rien à faire, ils peuvent pas bypasser non plus, c'est pas un pré-hook. C'est pas un pré-receive hook qui risque de foutre un peu le bazar sur le serveur. C'est un proxy qui se trouve juste avant le serveur Git, qui va l'analyser et qui, du coup, comme je l'ai pas pushé, va rien envoyer à AWS, tout va bien se passer. Et c'est une manière, du coup, de garder son repository clean. Donc on a notre repository qui est clean, c'est formidable. On a notre code qui est safe. On n'a pas de secret. Maintenant, je peux avoir des vulnérabilités déjà dans mon code qui n'ont pas été détectées avant pour X ou Y raison. Et je peux aller, moi j'aime bien Micronaut. Et si je vais sur Micronaut, alors ça doit pas être comme ça. Micronaut. Et par exemple, moi j'ai détecté une erreur, un souci de sécu chez Micronaut. Et j'ai envie de les avertir, mais j'ai pas envie de créer une issue parce que ça va pouvoir être exploité par n'importe qui assez rapidement. Bon, Micronaut, c'est Oracle qui est derrière, donc il y a des gens pour maintenir. Mais si c'est un développeur en Alaska comme Log4j, eh ben, il va pas pouvoir réagir. On peut pas attendre de cette personne qui réagisse dans la demi-heure. Donc on va pouvoir faire un report d'une vulnérabilité et seulement les mainteneurs pourront voir ce rapport. Et donc, on va pouvoir décrire les versions, tout ça, y associer des CWE, de la sévérité, toutes les informations importantes. Et une fois, donc là je vais reprendre peut-être mon projet. J'ai un projet qui est une lib qui est là. Et j'ai des advisories. Et je vais pouvoir continuer la chaîne. En tant que mainteneur de cette librairie, j'ai fixé le souci de sécurité, mais par contre, je sais que j'ai dans la nature des versions qui sont vulnérables à cette vulnérabilité. Et je vais pouvoir aller sur ce rapport et le publier directement vers GitHub, voire carrément faire une demande d'une CVE pour pouvoir aller documenter encore plus loin. Et c'est des choses, où est-ce que ça va ?
ça va dans la GitHub Advisory Database, qui est, comme son nom l'indique, voilà, database, advisory des avis, c'est une base de données de vulnérabilité qui va servir de source à des Pandabot. Et du coup, on va pouvoir se retrouver avec des alertes des Pandabot dans les projets qui utilisent notre librairie open source. Et du coup, la boucle est bouclée. Notre code qui est en production va pouvoir être corrigé avec la nouvelle version qu'on a corrigée. Tout ceci en divulguant le moins de choses au grand public. Et donc cette GitHub Advisory Database, elle est alimentée par, on va récupérer la base de données de CWE de Mitre. On va aussi en ajouter nous-mêmes avec les gens de l'équipe sécurité de GitHub. On va retester pas mal de choses qui viennent de la communauté, comme tout ce que je viens de vous montrer, qui va pouvoir donner un peu plus de valeur, surtout s'il y a des choses qui sont assez graves avec des sévérités très critiques. Et donc c'est quelque chose qui est maintenu et qui est aussi utilisé comme donc ça c'est pareil, c'est public et gratuit et les concurrents des Pandabot peuvent l'utiliser aussi. Et donc c'est une manière assez vertueuse aussi de contribuer à l'open source. Et donc ça ressemble, il y a pour tout, hein, pour pas forcément que des librairies, mais aussi sur, je sais pas, j'en ai vu sur Kafka, sur tout ce qui est open source, même des outils qui sont utilisables directement, pas forcément une librairie, mais une application open source en elle-même. Donc c'est très utile. Voilà les principaux les outils qui peuvent vous servir à sécuriser vos projets open source. Donc ça, c'est les outils applicatifs. Et j'avais juste envie de mentionner, donc si j'ai... Ah non, j'ai bien fait d'avoir un pense-bête. Parce qu'il y a aussi une autre partie. Reprenons ma librairie. Et ben, je peux indiquer en créant une policy, indiquer à mes contributeurs ou n'importe quel contributeur quelle est ma security policy. Dire, bah, faut pas utiliser telle version. Faut, si vous voulez faire un rapport, envoyez-moi un mail avec la clé PGP, etc. Ou utilisez directement Advisories. Et ce README là, enfin, ce security.md, il va être directement commité à la racine, qui est la bonne pratique. Et on va l'avoir ici dans un onglet du README. Et donc ça aussi, c'est une manière d'indiquer à tout le monde comment nous aider à améliorer la sécurité de notre librairie ou de notre projet open source. Donc j'ai dit les trucs principaux. Et autrement, vous avez pu le voir sur votre compte Git, le tout effet est obligatoire. Donc ça, c'est hyper important. Parce que si quelqu'un a accès à votre compte Git qui peut commiter n'importe quoi sur vos librairies, sur tous vos projets, et c'est difficile de tout détecter. On va pas alerter pour chaque commit, c'est un peu compliqué. On a les personal access tokens, qui est aussi du coup un moyen d'automatiser, mais c'est aussi d'un point de vue sécurité un peu une plaie. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir des tokens avec une vie très très courte, avec des permissions les plus fines possibles. Donc ça, c'est pareil, faut utiliser, il y a tout ce qu'il faut. Et pour aller encore plus loin, il y a le Security Lab chez GitHub qui fait des office hours avec les mainteneurs de projets open source. Donc si vous avez besoin d'aide pour corriger des soucis de sécu, ils peuvent vous aider directement, ils vont regarder le code avec vous et ils vont vous donner des conseils. Donc c'est toujours cette prise, ça fait du service gratuit et c'est des gens qui sont très très forts. Et donc c'est tout pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, et j'ai des questions derrière. Ah oui, excuse-moi.
Ouais, salut, merci déjà pour la présentation. Juste une question, là tu nous as présenté les features qui étaient disponibles déjà sur le github.com. Pour la partie entreprise avec du GitHub on-prem, est-ce que tu sais quand est-ce qu'elles vont pouvoir arriver ou s'il y en a déjà un certain nombre qui sont déjà disponibles? Tout est disponible. Tout est disponible. Déjà sur le... D'accord, ok. Ça dépend de ta version, mais si t'es à jour, tout est disponible. Je vérifierai Mais par contre, lundi. pour les entreprises, la partie GitHub Advanced Security, donc code QL, secret scanning, faut rajouter un billet en plus. Ah, c'est peut-être ça alors qu'il nous manque. Mais Merci par beaucoup. contre, on peut se parler après, il n'y a pas de problème. Je ne pourrais pas jouer là-dessus, ça ne pourra pas... Ah oui. J'ai pas la machine pour faire les factures non plus, donc je pourrais pas. Ma question, en fait, ça rejoint, c'est un petit peu la même question. Juste, en fait, nous, on utilise github.com, mais pour des repos privés, avec une organisation privée. Et donc, alors déjà, désolé, en plus, j'ai loupé les premières, les premières minutes de la conf. Et je me demandais en quelle mesure, enfin, parmi tout ce que tu nous as présenté, qu'est-ce qui est disponible pour les repos privés, qu'est-ce qui est spécifique aux repos publics, peut-être. Bah, dans les repos privés, il y a Dependabot. Ça, en effet, on l'utilise. Voilà. Et voilà, autrement, sinon, faut payer. Ou toi, ou faut partager son code. Et du coup, s'il est public, c'est disponible. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut, merci pour la presse aussi. Ma question c'était, puisque vous faites des analyses de code et que vous pouvez trouver les failles, et que maintenant que vous avez Copilot qui peut corriger, poser des choses, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une PR directement quand on trouve une faille? Ça arrive. Ça arrive, c'est déjà le cas? Ça arrive. Une PR automatique. Ok, super. Très bon teasing, ça arrive. Alors quand, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, les gens qui s'occupent du produit, ils donnent pas de date. Hein. C'est pas forcément une question, c'est juste une précision du coup, car c'est vrai que là, quand tu pousses les clés Amazon sur GitHub, il n'envoie pas qu'un mail. Il te met une politique deny aussi sur ta clé au passage, automatiquement, pour l'avoir fait. Ah oui, on voit un coupable. Hein. Ouais. Ah non, mais c'était pour un CTF, c'est fait exprès, voilà, je le dis. Et en plus, après, il y a comment dire, tu dois te connecter avec le compte route pour que répondre au support, il te pose plein de questions, c'est hyper relou, donc ne poussez pas vos clés Amazon. Mais ça marche très bien en tout cas. Oui, ça marche. Ouais, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je crois que sur Netlify, c'est pareil. Les Vercel, c'est pareil. Et il y avait un tweet l'autre jour du CEO de Vercel qui a publié sa clé et du coup qui a reçu un mail pas de lui-même, mais de son système en disant que sa clé était... Et du coup, il savait même pas. Et il était ah bah on fait ça, c'est cool. D'autres questions? Bon, merci beaucoup, Adrien. Bah merci à vous.